Autre question? Allô? Alors, une question de Jean-Louis. Monsieur Asselineau, pouvez-vous nous donner des nouvelles après le débat d'hier et des représentants de l'OSCE que vous allez accueillir? D'autre part, il se dit que si l'on dépasse 5%, cela pourrait être changé en 4,98% pour éviter d'avoir des élus. Ce chiffre, 4,98, circule depuis plusieurs jours. Qu'en pensez-vous? C'est quoi cette question? Donc trois choses en fait. Le bilan de l'émission d'hier. Chacun a pu se faire un jugement. Ce que je sais, c'est que j'ai regardé les statistiques d'aujourd'hui. Il y a eu, pour le premier débat, 1 700 000 auditeurs, téléspectateurs. Pour le deuxième débat, qui était beaucoup plus tard, il y a eu 570 000 téléspectateurs. C'est-à-dire un tiers de moins. C'est-à-dire que c'est vraiment un scandale démocratique. Il est totalement scandaleux que ce genre de choses fonctionne. Bon, j'ai eu l'occasion de l'exprimer avec vigueur hier. Ça serait à refaire, je le referai tel que je l'ai fait, parce que c'est un scandale. Voilà. Il n'y a rien qui puisse justifier que les huit candidats aient été considérés par toute la presse comme étant les 8 principaux candidats et aient bénéficié de 92% du temps de parole. C'est le pourcentage que j'ai révélé hier lors de cette émission. Selon les calculs de l'Arcom elle-même, 92% du temps de parole pour les 8 premiers candidats. Et les 30 suivants ont dû se partager 8%. C'est absolument scandaleux. Et que l'on ne vienne pas nous expliquer qu'il y a trop de listes, etc. Moi, je pense qu'il y a trop de listes, en effet. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un système qui permette d'éviter l'inflation des listes. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Parce qu'il y en avait, je crois, 26 ou 27 en 2014, 34 en 2019, 38 cette fois-ci. Mais si ça continue comme ça, dans 20 ans, il y aura 90 listes. Bon, donc il y a un problème. Et cette multiplication des listes présente un avantage formidable pour l'oligarchie, c'est que ça lui permet de dire vous comprenez, on ne peut pas inviter 38 personnes, donc on sélectionne. Et il sélectionne toujours les mêmes, comme par hasard, 8 candidats tête de liste qui veulent tous rester dans l'Union européenne. C'est-à-dire que le candidat du Frexit, c'est le parti que j'ai créé, on n'a jamais la parole, on ne peut pas faire valoir le point de vue des Frexiteurs. Donc ça, c'est quand même un problème de fond. J'ajoute d'ailleurs, comme j'ai eu l'occasion de le dire hier, que les idées qui sont dans l'air du temps suscitent des émules. Et comme je l'ai dit hier et je le répète, en 2014, il y avait une seule liste aux élections européennes en 2014 pour le Frexit, pour sortir de l'Union européenne. C'était celle que nous avions déposée, la nôtre, bien sûr. On ne parlait pas encore de Frexit parce que le référendum sur le Brexit n'avait même pas eu lieu et le nom même de Brexit et de Frexit n'était pas connu. Mais là, en 2014, j'ai présenté pour la première fois dans l'histoire politique française une liste en 2014 pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. On a eu une couverture nulle médiatique. On ne parlait jamais de nous. On était encore petits. On avait fait 0,4% des suffrages. Bien. En 2019... On n'était plus tout seul, il y en avait d'autres. Voilà, il y avait notamment la liste de M. Dupont-Aignan, mais enfin c'était M. Dupont-Aignan. C'est-à-dire on ne savait pas si c'était du lard ou du cochon. Voilà, il critiquait l'Europe. Enfin bon, c'était présenté en tout cas dans les médias complaisants comme une liste souverainiste. Bon, et puis il y avait la liste de M. Philippot qui s'était mis sur le créneau de sortir de l'Union européenne. J'en profite pour rappeler au passage que lorsque M. Philippot a quitté le Front National, j'ai fait une vidéo pour lui proposer de nous rejoindre. Cette vidéo circule d'ailleurs sur Internet. Vous pourrez la voir. Vous pourrez d'autant plus la voir que c'est une des rarissimes vidéos que j'ai faites sans avoir de cravate. Donc vous la reconnaîtrez très vite. Je lui ai tendu la main. M. Philippot n'a jamais répondu à la main que je lui tendais alors qu'il quittait le FN. Il n'a jamais répondu. La seule réponse que nous avons eue, qu'on a pris comme une gifle, c'est que quelques mois après, il est allé chez M. Bourdin
sur RMC en expliquant qu'il avait créé un parti politique, les Patriotes, qui était le seul à proposer le Frexit. Et Jean-Jacques Bourdin lui a posé à 2 reprises, et vous trouverez aussi cette vidéo, à 2 reprises, M. Bourdin lui a dit malicieusement « Vous êtes sûr que vous êtes le seul à proposer le Frexit ?» Bourdin était le premier à savoir que c'était faux, puisqu'il m'avait reçu à 2 reprises au mois d'avril 2017 comme étant le candidat, pour la première fois un candidat à l'élection présidentielle, le candidat du Frexit. Bon. M. Bourdin avait donc demandé à M. Philippot « Vous êtes sûr ?» Et M. Philippot avait dit « Oui, oui, tout à fait, nous sommes les seuls. » Alors je me permets de le rappeler parce que nous avons par-dessus la tête le bureau politique de l'UPR et moi-même, on en a par-dessus la tête du mensonge éhonté qui consiste à dire que j'aurais un ego démesuré et qu'on ne voudrait parler à personne. Voilà. D'abord, c'est pas moi qui prends les décisions. Les décisions d'alliance sont prises par le bureau politique. Les membres du bureau politique sont extrêmement excellés comme moi, que l'on ne cesse que de nous faire porter le chapeau du mec qui aurait un melon extraordinaire. C'est pas vrai du tout. C'est le contraire de la réalité. La réalité, c'est que M. Philippot a fait comme si nous n'existions pas, a refusé la main tendue et a créé un parti politique pour prétendre être le seul candidat du Frexit. Voilà. Il s'est présenté d'ailleurs aux élections de 2019. Il a eu une couverture médiatique très supérieure à la nôtre, comme par hasard. Il a eu des sondages qui le donnaient à 2,5%. Nous, on était donnés à 0,5%. Le dernier débat qui a eu lieu entre les grands candidats chez BFM TV, il a été invité, et pas nous. C'est ça l'historique de 2019. En réalité, les sondages avaient été truqués, puisque M. Philippot n'a pas obtenu 2,5% des suffrages, mais 0,6%. Et nous, qui étions donnés à 0,5, c'est-à-dire 5 fois moins que lui, nous avons fait 1,2 dans les urnes. Je me permets de rappeler ça, parce qu'il faut quand même revenir de temps en temps à la réalité de la situation. Et puis maintenant, en 2019, il y a une pléthore de listes qui veulent sortir de l'Union européenne. Il n'y a pas de monopole du plagiat. C'est-à-dire qu'il y a le parti que j'ai créé il y a 17 ans, qui a été le seul en 2014 aux européennes, le seul candidat à la présidentielle en 2017. C'est vrai qu'en 2019, nous n'étions plus les seuls parce qu'il y en avait qui nous avaient déjà plagiés, mais il y en a de plus en plus. Il y a des listes, il y en avait même une qui voulait entrer, la liste de M. Kuzmanovic, la liste de M. O'Haraud, la liste de M. Lalanne, la liste de M. Husson, la liste de... bref, je m'y perds moi-même. Donc maintenant, il y a 5 ou 6 listes. Voilà. Alors, j'en profite ici pour lancer un appel. Tout le monde sait, tout le monde a compris, tout le monde voit sur Internet que de toutes ces listes, celle qui a de très loin... qui gagne tous les sondages en ligne, y compris des sondages en ligne qui sont faits par des gens qui nous sont hostiles. Pour tous, à chaque fois, nous sommes de très loin celui qui arrive en tête. C'est vrai ou c'est pas vrai? Comme je disais à Patrick Cohen. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Alors je prends ici à témoin toutes celles et tous ceux qui me regardent. Si vous voulez renverser la table dimanche, vous devez apporter votre bulletin au parti du Frexit, puisque c'est le seul qui peut-être dépasser les 5%. Vous savez que si vous allez égayer vos votes sur des listes qui d'ailleurs sont apparues comme des champignons après la pluie, y compris d'ailleurs une 38e liste collée au dernier moment par un miracle du Conseil d'État, qui elle aussi propose la sortie de l'UE, eh bien évidemment il y aura un éparpillement des voix qui risque de nous faire manquer les 5%. Je rappelle qu'il n'y a pas 2 listes. Il y a toute une série d'autres listes. Voilà. Et que nous sommes la seule liste, non seulement la plus ancienne, celle qui a fait le meilleur score électoral en 2019, la liste du Frexit, mais également la seule située au-dessus du clivage droite-gauche.
Et donc les listes qui veulent nous entraîner vers la droite, ou les listes qui veulent nous entraîner vers la gauche, voire vers l'extrême gauche, puisque j'ai vu qu'il y a une liste des communistes pour sortir de l'UE et de l'euro et de l'OTAN. J'ai vu d'ailleurs qu'ils, ça y est, ils commencent à avoir des affiches. Je me demande qui est-ce qui paye. Mais tout ça, ce sont des procédés d'éparpillement. Donc le résultat qui risquerait d'arriver, c'est que si vous continuez, toutes les personnes qui m'écoutent, en se disant « Oui, mais moi je voudrais un Frexit qui soit rouge à poil bleu. Moi je voudrais un Frexit avec quelqu'un qui soit comme ci ou comme ça. Ah oui, mais Asselineau, il a un ego démesuré. » On ne sait pas pourquoi j'ai un ego démesuré d'ailleurs. Lorsque M. Philippot décide qu'il crée un parti politique pour être qui est le seul candidat du Frexit, il a 20 ans de moins que moi, il a aucunement l'expérience professionnelle que j'ai. Il a quoi, lui? Il a l'ego de Sœur Emmanuel, c'est ça? Non, non. Les responsables politiques qui sont à la tête d'un parti politique, eh bien, ils défendent leurs intérêts, et je défends les intérêts du mouvement politique que j'ai créé. Et toutes les personnes qui me connaissent savent parfaitement que je suis quelqu'un d'extrêmement abordable, avec qui on peut discuter le coup. D'ailleurs, tous les gens qui sont venus dans des réunions publiques, où là aussi nous avons eu des réunions publiques géantes qu'aucune autre liste n'a pu concurrencer, sont là pour en témoigner. Donc je voulais lancer cet appel. J'en profite de cette question pour le dire. Alors, maintenant, rappelez-moi la fin de la question. Et sur la visite des représentants de l'OSCE. Alors, la visite oui, terminons donc le débat d'hier. C'est un débat, j'aurais préféré qu'il durât plus longtemps, parce que malheureusement, on est contraint par le temps. J'aurais préféré aussi participer au premier débat, bien entendu, plutôt qu'au second. Et j'avoue que je reconnais que la cause animale est une cause sympathique. Bon. J'ai vu que malheureusement, contrairement à ce que je croyais, on peut continuer à faire des affiches avec un petit animal. Ce que Mme Hélène Touy fait en mettant un petit chat. Mais ça aussi, Mme Touy, tout le monde sait qu'elle n'aura pas 5%. Ça veut dire que ce sont des votes qui vont être gelés, neutralisés. Voilà. Et donc, moi, si c'était à refaire, est-ce que j'aurais mis Pollux? Pollux, c'est mon chat, c'est le chat de la famille. Voilà, il est très mignon, mais peut-être que j'aurais dû le mettre. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? J'ai été quand même profondément scandalisé au fond de moi-même. On parle de la guerre et de la paix. On parle d'un risque de guerre avec la première puissance nucléaire mondiale. On parle d'un risque de troisième guerre mondiale. On parle d'un risque de disparition de la France comme État, la fin de l'histoire de France. On parle d'un possible effondrement de notre niveau de vie, d'une explosion de la dette. Alors je sais bien que montrer un petit chat et montrer que voilà le veau sous la mer ou le cochon qui peut pas téter, bon, certes ce sont des causes qui sont légitimes, mais quand même. D'autant plus que, s'agissant du parti animaliste, Mme Touy est une pro-européenne. C'est vraiment se moquer du monde. Parce que d'où viennent les fermes de 1000 vaches, d'où vient le malaise animal, etc., ça vient pas, en règle générale, des animaux domestiques. C'est essentiellement des animaux qui sont l'élevage du big business agricole. En attendant, la conclusion que je tire de la réunion d'hier, des deux débats, c'est qu'il y a quelque chose qui a été notable, et d'ailleurs noté par un certain nombre d'observateurs, en particulier par Pascal Praud sur CNews, qui ce matin, paraît-il, a dit que finalement il regrettait de n'avoir invité que toujours les mêmes, parce que en fait toutes les personnes qui ont assisté au débat ont trouvé que le deuxième débat était plus intéressant que le premier. Et il y a quelque chose sur lequel je voudrais attirer votre attention. C'est que le premier débat, à la seule exception de M. Glucksmann, qui a 44 ans, tous les autres avaient moins de 40 ans. Avec Bardella ou Desfontaines qui ont 28 ans, et avec les autres qui ont dans les 34 ans, 35 ans, 36 ans, 38 ans. C'est-à-dire ce que j'ai fait, j'ai fait une vidéo spécialement sur le sujet, c'est-à-dire des responsables politiques qui ont très peu d'expérience et qui se sont livrés à des chicayas incroyables pendant ce premier débat
C'était d'ailleurs jamais que le 6e ou 7e qu'ils faisaient tous ensemble, et où ils ont passé leur temps à proposer des choses qui ne sont pas applicables dans le cadre des traités. Lorsque je vois par exemple M. Desfontaines, le communiste, qui vient nous expliquer qu'il faut rester dans l'Union européenne, dans l'euro, mais que lui, il se fait fort de supprimer la libre circulation des mouvements de capitaux, je dis que M. Desfontaines se moque des gens, se moque de ses électeurs. C'est pas bien. Il table sur leur méconnaissance de la situation. Parce que ce que dit M. Desfontaines est absolument inapplicable. Ça s'attaque de front à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui impose la libre circulation des mouvements de capitaux. Donc M. Desfontaines se moque du monde. Il propose quelque chose qui n'aura pas lieu, qui ne peut pas avoir lieu, parce que pour que ça ait lieu, il faudrait que les 27 gouvernements, puis les 27 parlements nationaux soient d'accord pour revenir sur la libre circulation des mouvements de capitaux, ce qui est totalement exclu, puisque déjà vous aurez Malte, le Luxembourg, Chypre, et puis la grande majorité des États du Nord et de l'Est de l'Europe qui diront non. Donc M. Desfontaines se moque de vous. Il vous fait des promesses qu'il ne pourra pas tenir, et le pire, c'est qu'il le sait. Il n'y a pas que M. Desfontaines, ils sont tous de le même acabit. Je vois par exemple M. Bardella qui est revenu sur l'idée de réserver l'espace Schengen à la libre circulation aux seuls ressortissants européens. Ça veut dire que si l'on comprend M. Bardella, il ne remet pas en cause l'Union européenne ni l'espace Schengen, mais il dit que la libre circulation, ça sera par exemple, je ne sais pas moi, un Mexicain qui réside au Danemark n'aura pas le droit d'entrer en Allemagne et en France. Il lui faudra des papiers. Alors qu'un Chypriote, un Slovène, un Portugais, un Autrichien ou bien un Croate qui vivent au Danemark, eux ont la libre circulation, puisqu'ils sont ressortissants de pays membres de l'Union européenne. Mais cette idée de M. Bardella, elle est aussi inapplicable que la promesse de M. Desfontaines sur la libre circulation des mouvements de capitaux, puisque ça heurte de front l'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui précise que l'Union européenne veille à l'absence de contrôle aux frontières intérieures. Vous le savez d'ailleurs parfaitement. Il suffit de prendre votre voiture si vous allez à Lille pour aller en Belgique, pour aller à Gand par exemple, ou si vous êtes à Nice pour aller à Vintimille, ou si vous êtes à Hendaye pour aller à Saint-Sébastien en Espagne, les guérites, les bâtiments qui jadis permettaient de contrôler les passages aux frontières ont été rasés. Il n'y a plus rien. Ça veut dire que pour que le système de M. Bardella, qui a été repris, j'ai vu, par Madame Marion Maréchal, puisse fonctionner, il faudrait déjà rétablir des bâtiments aux frontières, mais il faudrait surtout obtenir la réforme des traités européens, je l'ai dit, c'est-à-dire 27 signatures de gouvernement, 27 parlements nationaux. Voilà. Donc, lors de ce premier débat, c'était des mensonges, du début à la fin. Dans le deuxième débat, j'estime avoir contribué à donner à ce débat une plus grande hauteur de vue, notamment en posant les vrais enjeux. Et je me permets de signaler que la moyenne d'âge du deuxième débat était nettement supérieure, puisque finalement, la personne la plus jeune du deuxième débat, c'était, je crois, Madame Touy, qui, je crois, a 40 ans, c'est-à-dire qu'avait à peu près la plus jeune du deuxième débat avait l'âge à peu près du plus âgé du premier débat. Voilà. En attendant, dans le deuxième débat, on a eu affaire à des personnes qui étaient plus posées. On sait, en gros, on ne s'est pas trop marché sur les pieds les uns des autres. On s'est à peu près respecté. Et le deuxième débat, il me semble, a eu plus de tenue. En tout cas, je suis satisfait de maigres quelques minutes. J'ai parlé 8 minutes et 5 secondes au total, ce qui n'est pas beaucoup. On m'a un peu coupé à la fin. Je crois avoir été celui qui a bénéficié de moins de secondes. Mais enfin, globalement, j'ai fait passer le message. Alors, la fin de cette question
ce qui concerne donc à rallonge, l'OSCE, ça c'est tout à fait autre chose. J'ai reçu cet après-midi même, il vous suffit d'aller sur mon compte Twitter où j'ai publié la photo. J'ai reçu trois personnes, une Française qui coordonnait la venue de 2 observatrices de l'OSCE, qui s'appellent respectivement Madame, je dis ça parce qu'elles m'ont donné leur carte de visite, d'ailleurs que l'on peut montrer si vous avez en plus grand, vous faites un zoom, vous verrez bien que c'est l'OSCE et qu'il s'agit d'une mission sur les élections européennes de 2024. Et donc il s'agit d'une dame qui est de nationalité serbe, ça n'est pas dans l'Union européenne. Voilà, elle s'appelle Jelena Stefanovic, elle est analyste régionale et donc c'est une mission spéciale pour le Parlement européen, les élections européennes de 2024. Et puis elle était accompagnée par Madame Olga Svepechova-Blatakova, qui elle était de nationalité tchèque. Voilà. Alors je les ai reçus pendant 1h30 et j'ai eu l'occasion de leur expliquer comment ça fonctionnait ou comment ça ne fonctionnait pas en France. Voilà. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est confidentiel. Elles vont faire une mission. Ces 3 personnes ont été successivement au Portugal, puis en Espagne et maintenant en France. Et en France, eh bien, elles étaient le parti politique. Nous étions le parti politique qu'elles venaient voir parce qu'on s'était manifesté à elles. Elles vont aller voir l'Arcom. Et comme vous l'imaginez, j'ai donné quand même un certain nombre d'informations. J'ai notamment fait valoir qu'il y avait un gouffre inimaginable entre la notoriété sur Internet, le suivi sur Internet et le très peu de temps de parole. Lors du débat d'hier soir, sur les 8 personnes qu'il y avait, j'étais l'avant-dernier le plus maltraité. Au total, selon les statistiques de l'Arcom, j'ai eu droit, pendant le début de la période d'équité, à 1h06, alors que Mme Touy et son parti animaliste a eu quand même droit à 1h20. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du problème. Il n'y a qu'une seule personne qui a été plus maltraitée que moi. Tous les autres ont eu plus de temps de parole. Il n'y a qu'une seule personne qui a été plus maltraitée que moi, c'est M. Jean Lassalle, parce que M. Lassalle a quand même, il faut le reconnaître, notamment au moment de l'élection présidentielle, avait fait beaucoup plus de voix que Glucksmann d'ailleurs, ou que je ne sais plus qui, que le Parti socialiste. Bon, donc il a été très maltraité. D'ailleurs, il a eu un comportement un peu typiquement de Jean Lassalle, mais pour montrer son très vif mécontentement. Alors, bien, j'ai raconté tout ça, j'ai donné toutes ces informations à ces analystes pour leur montrer comment fonctionnait en France, ou comment plus exactement ne fonctionnait pas, comment l'Arcom était extrêmement défaillant sur ces questions, et comment on verrouillait la campagne électorale, y compris par tout ce que j'ai développé auparavant, le coût prohibitif des campagnes, le fait qu'on ait remboursé qu'au-dessus de 3%, le fait qu'on a des députés qu'à partir de 5%, alors qu'en Allemagne, il n'y a pas de barre, etc. Donc tout ceci, elles l'ont pris. Maintenant, je ne sais pas ce qu'elles en feront. Mais en tout cas, je pense qu'elles ont bien perçu. Il m'a semblé quand même qu'elles étaient un peu surprises de constater que, à la fois, je faisais des réunions publiques avec énormément de monde, que je suis le seul responsable politique français qui a fait 20 vidéos qui ont dépassé le demi-million de vues et 7 vidéos qui ont dépassé 1 million de vues, et que j'étais le plus maltraité médiatiquement. Ça les a quand même frappés. Question suivante. Une question de Lucas. Avez-vous vu que Sébastien Béraud a choisi de voter